Merci Audrey-Jeanne. Et donc, notre dernière présentation pour ce bloc-ci va être faite par Audrey-Jeanne Baudouin, qui est chercheur au CIUS de l'Estrichus, mais plus spécifiquement, en fait, à l'UPLSSS, donc l'Institut de première ligne en services de santé et services sociaux. Et on va avoir aussi une co-présentation donc avec Julie Ouellette, qui est aussi au CIUS de l'Estrichus. Et ça va porter sur l'implantation d'un programme d'ergothérapie communautaire, donc évidemment auprès des enfants de 0 à 5 ans. Donc, mesdames, la parole est à vous. Merci Chantal, merci. Je vais commencer. Je suis super contente d'être là ce matin. Je viens vous parler là, de ce beau projet-là qui est parti là, de la communauté avec le CIUS de l'Estrie. C'est un projet qui nous allume, fait que c'est difficile de parler de ça, je sais, comme tout le monde, en peu de temps, mais à la fin, vous avez nos coordonnées, là, donc ceux qui veulent en entendre parler davantage, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir. Donc, comment on va faire ça? Là, on va faire un survol du contexte qui a mené à l'implantation de ce service-là. En gros, une description de l'organisation des services, comment ils ont été pensés par tous ceux qui ont travaillé à ce projet-là. Et Audrey-Jeanne va vous présenter là, ce qui a été fait la première année d'implantation et l'analyse des points forts, de la rétroaction là, avec les points forts et les points à améliorer. Puis on va terminer avec la situation actuelle. Donc, Audrey-Jeanne, si tu veux nous amener au contexte, super. Ce qui est particulièrement intéressant là, par rapport au contexte, c'est que c'est vraiment une initiative venue des partenaires de notre région. Là, quand je dis notre région, c'est un projet qui est parti là, dans la Haute-Yamaska et la Pommeraie, donc Grenby, Coansville, ses environs. Et les partenaires, il y a déjà plusieurs années, là, on parle 2012-2013, échangeaient sur les tables de concertation de la petite enfance sur leurs préoccupations par rapport au développement des enfants qu'ils accueillaient. Puis en particulier sur le développement moteur où ils se sentaient un peu moins outillés à accompagner les familles et les enfants par rapport à ce domaine-là. Donc, ils se sont mobilisés, ils ont présenté là, au CIUS, ils avaient documenté là, tous les besoins des enfants qu'ils accueillaient en lien avec leurs préoccupations. Ils ont présenté ça au CIUS. L'EGDEM est venu là, appuyer leur constat que les enfants se présentaient avec des vulnérabilités. Et puis, c'est là que le contexte était propice, disons, au développement du projet d'ergothérapie communautaire. Puis, dès le début, il y a eu là, un comité qui a été créé, là, des représentants de CPE, des représentants de milieux de garde familiale, d'organismes communautaires familles. Il y avait aussi les organisateurs communautaires du CIUS qui ont participé énormément à ce développement-là. De la recherche, il y avait Audrey-Jeanne Baudouin et Marilyn Gagnon qui ont participé. Il y avait une intervenante aussi qui est du CIUS qui travaillait davantage avec les familles vulnérables et une halte de cuisine collective. Puis finalement, il y avait aussi la chef de service des services de périnatalité petite enfance du CLSC qui a participé à ça. Et je vais vous présenter un peu comment on a pensé l'organisation des services. Comme vous le voyez, on n'a rien réinventé. C'est quelque chose que le graphique vous dit, vous parle assurément. Ce que j'ai envie de mettre l'accent, c'est que c'est vraiment les cercles autour du triangle qui sont essentiels, partie prenante de l'approche d'ergothérapie communautaire à chacun des paliers de services là, que vous voyez séparés en 3 niveaux. Là. Donc, à quoi ça peut ressembler les activités de promotion? C'est des activités donc, qui visent l'ensemble des enfants et leurs familles. Donc, c'est de l'universalisme proportionné. Donc, à la base, à la promotion, on touche, par exemple, des formations aux intervenants. Ça peut être des ateliers aux parents. Ça peut être du matériel d'information, de promotion sur les conditions gagnantes du développement des enfants. On peut travailler avec la ville aussi, un projet de parc. Donc, ça peut prendre vraiment différentes orientations au niveau de la base de promotion. Ensuite, on devient un peu plus ciblé en palier 2, là, où on va regarder une situation plus spécifique à un environnement, un groupe d'enfants, pour soutenir la surveillance développementale et la prévention. Donc, ça peut être, par exemple, une éducatrice d'un CPE qui est venue à une formation en ergothérapie puis qui dit « Moi, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, puis je veux un défi un peu plus grand avec mon groupe. » par rapport, disons, à l'engagement dans le jeu actif ou bien l'autonomie à l'habillage. Puis j'ai essayé des pistes de la formation, mais j'ai besoin d'un coup de main de plus. Fait que moi, je vais aller à ce moment-là
dans le milieu avec elles, puis on va co-développer des pistes d'intervention. Et à travers ça, ce qui est important dans notre palier 2, c'est qu'on a toujours, par exemple, la directrice au soutien pédagogique du milieu qui va être là, ou bien l'intervenante principale d'un organisme communautaire, parce qu'elle va participer tout le long aux échanges pour nous permettre de bien comprendre la réalité, mais aussi pour multiplier les actions, parce que elle va pouvoir ensuite soutenir une autre intervenante de son milieu qui pourrait faire face au même genre de défis. Donc, on garde toujours notre base de la pyramide dans chacune de nos interventions, là, même quand on va être dans des interventions plus individualisées. C'est à travers ce palier-là aussi qu'on a identifié, qu'on a échangé, mettons, avec la directrice adjointe à la pédagogie pour les enfants on a eu des plus grandes préoccupations par rapport à leur développement, qu'on identifiait un peu comme des drapeaux rouges, là. Et ensuite, donc, quand les stratégies générales ne suffisent plus, quand les indices de retard sont grands, bien, c'est là, à ce moment-là, que le milieu peut référer à l'ergothérapie pour une intervention plus individualisée qui va souvent prendre la forme là, d'une évaluation, d'un accompagnement, mais ça se passe toujours dans le milieu. Ça nous a vraiment permis, et ça nous continue de nous permettre de répondre aux familles qui seraient plus difficiles à rejoindre parce qu'on passe par le milieu avec qui ils ont confiance déjà, puis on chemine ensemble dans ce milieu-là. Donc, c'est quelque chose de rassurant. Puis tout ce qui est problématique de transport, de libérer du travail, toutes ces choses-là, bien, le milieu et nous, on travaille à soutenir le parent pour mettre les conditions gagnantes à l'engagement dans le processus. Puis quand on identifie finalement qu'un enfant a des défis qui persistent ou des trop grands retards, bien là, on soutient le processus de référence vers les services spécialisés puis les demandes de subventions d'allocation pour l'intégration et tout. Donc, je vais céder la parole à Audrey-Jeanne. Donc, merci Julie. Donc, de ce que vous avez, de ce que Julie vous a présenté, là, vous comprendrez que dans les principes transversaux, les principes clés là, du projet, enfin, j'appelle encore ça le projet d'ergothérapie communautaire, mais c'est rendu un service. Bon, il y a le principe d'universalisme proportionné, là, donc d'offrir un éventail de mesures là, pour les différents degrés de désavantage dans le but d'avoir vraiment des mesures universelles, puis après ça, d'offrir du soutien en fonction du niveau de besoin. Toute la partie de mobilisation des parents, des partenaires, elle vous en a déjà parlé aussi. L'approche d'accompagnement était vraiment, est vraiment un élément clé. Là. Le but, c'est que tout le service est basé sur la mobilisation des différents partenaires. Si l'ergothérapeute, en fait, elle vise à outiller tous les gens du milieu, soit des CPE, soit des organismes communautaires, mais c'est eux qui, dans le quotidien, vont interagir, vont stimuler les enfants. Fait que l'ergothérapeute est vraiment dans une position plus d'accompagnement, de transfert de connaissances, de recommandations, mais c'est eux les experts, puis on vise vraiment cet empowerment-là, puis leur montrer aussi tout ce qu'ils connaissent, puis tout ce qu'ils font déjà de bien. Donc, dans les principes transversaux, très rapidement, évidemment, on se répète encore que 10 minutes, c'est court. Donc, ce qu'on a fait, en fait, on a fait un petit projet de recherche pilote là, sur la première année d'implantation du projet d'ergothérapie communautaire, donc de février 2019 à février 2020, jusqu'à temps que la COVID mette tout ça sur pause. Ça qu'on était juste à temps. Donc, il faut comprendre que pendant cette année-là, il y avait uniquement Julie qui offrait des services d'ergothérapie communautaire dans 2 RLS du CIUS de l'Estrie à 2 à 3 jours semaine. Là. Fait que c'était même pas du temps plein, mais pendant ces 12 mois-là, elle a fait 7 ateliers de sensibilisation, donc 4 formations des intervenants qui ont rejoint 43 intervenants, puis 3 ateliers pour les parents qui se faisaient vraiment de façon plus informelle. Les formations là, sont structurées, alors que les ateliers, le but, c'est de le construire avec l'organisme ou avec le CPE pour que Julie venait en fait dans les groupes qui existaient déjà, puis partait des questions des parents ou des questions des intervenants, puis elle ajustait en fonction de chacun des groupes. Pour le palier 2, il y a eu 8 partenaires, en fait, qui ont reçu des services le plus... de palier 2, en fait. Là. Donc, 6 CPE, puis 2 organismes communautaires dans les 2 RLS qui étaient ciblés, pour un total de 92 activités. Donc, au départ, en fait, il y avait toujours une présentation de qu'est-ce que l'ergothérapie communautaire au milieu avant de rentrer. Puis ensuite, bon, il pourrait y avoir des activités dans les groupes d'enfants pour outiller les éducateurs, les conseillers pédagogiques. Puis, évidemment, comme Julie vous disait, il y avait aussi beaucoup de rencontres avec la personne ressource. Ici, j'écris conseiller pédagogique, c'est surtout vrai pour les CPE, mais c'était la personne ressource. Pour les milieux de garde, ça pouvait être l'intervenant principal qui était
toujours, qui étaient toujours là pour les organismes communautaires. Ça l'a rejoint, donc, on peut dire indirectement, mais 396 enfants pour 2-3 jours semaine d'un ergothérapeute. Il ne fera jamais ça en un an. C'est sûr que ce n'est pas de l'intervention individualisée, mais on voit qu'on est capable de rejoindre plus d'enfants. Parmi ces 396 enfants-là, il y en a 15 qui ont eu des drapeaux jaunes qui ont été identifiés, comme quoi il fallait garder un œil. Puis là, les personnes du milieu de garde ou du CPE avaient cette information-là, donc peuvent continuer à surveiller le développement de ces enfants-là. Puis il y a un 10 qui a des drapeaux rouges qui ont été identifiés. Donc, c'est ces enfants-là qui pouvaient par la suite obtenir du palier 3, si évidemment la famille acceptait puis que le milieu était ouvert et était rendu là. Donc, il y a eu 23 enfants qui ont reçu des activités de palier 3. Ça pouvait être de 2 à 4 activités à 14 activités par enfant. Il y a évidemment toujours eu de l'accompagnement des partenaires, la discussion avec les parents presque tout le temps. Il y a juste un cas qu'il n'y en a pas eu. L'évaluation de l'enfant, c'était presque toujours des rencontres bilan, puis vous voyez les autres activités qui pouvaient être réalisées. Donc, on y va très, très vite, mais juste je vais mettre l'accent sur les points forts. Le plus gros point fort a été vraiment l'aspect de partenariat intersectoriel. De décloisonner les fameux services de santé et services sociaux là, qui sont souvent dans les murs du CIUS puis que les familles ne vont pas nécessairement chercher ou qu'il faut un diagnostic pour avoir accès aux services d'ergothérapie. Donc, de décloisonner ça via le partenariat intersectoriel avec les organismes communautaires et les milieux de garde, ça a été vraiment un plus. Les gens dans les entrevues, là, on a fait des entrevues, je ne vous ai pas présenté toute la méthodologie, mais ils ont vraiment mis en lumière, tout le savoir-être, là, ici c'est de Julie spécifiquement, mais l'ergothérapeute, son ouverture, son écoute, le respect qu'elle avait, tout l'empowerment qu'elle mettait, puis beaucoup sa flexibilité, donc de s'ajuster à leurs horaires, puis à ce qui va mieux pour eux. Collaboration avec les milieux partenaires aussi. En fait, c'est un aspect de gagnant-gagnant pour les partenaires. Ça leur offrait un soutien. Ils étaient accompagnés. Ils sentaient qu'ils bonifiaient leurs compétences, leurs pratiques. Ils se sentaient de plus en plus compétents. Puis pour l'ergothérapeute, ça offre une vitrine exceptionnelle. On est dans le milieu réel. On voit l'enfant réel. On voit les enfants dans leur réel contexte, dans leurs activités réelles. On a un impact concret parce qu'on peut outiller les intervenants qui sont là au quotidien puis avoir un rôle finalement d'agent multiplicateur. C'est sûr que les milieux, dans le projet pilote, étaient des milieux particulièrement mobilisés. Là, on a choisi, via entre autres les organisateurs communautaires, des milieux qu'on pensait que ça allait bien aller pour avoir une réussite et se faire la main. Mais maintenant, ça va devenir plus large. Donc, c'est ça que je voulais dire avec les organisateurs communautaires également. Puis, vite pour les points améliorés, toute l'intégration des stratégies au quotidien dans ces organisations-là n'était pas nécessairement toujours facile. Entre autres, il disait qu'il sentait qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment de suivi. L'organisation des services dans l'année pilote était plus par bloc. Donc, l'ergothérapeute se déplaçait, puis pendant 1 ou 2 mois, elle allait régulièrement dans un CPE, par exemple. Mais après ça, elle changeait pour faire un palier 2 dans un autre CPE. Puis, donc, peut-être qu'il aurait bénéficié d'avoir des appels téléphoniques ou des espèces de booster sessions, des séances là, de rappel. La disponibilité de certains intervenants aussi pour intégrer les nouvelles stratégies, là, de ne pas toujours être libéré, de pas avoir tant d'argent pour faire des aménagements physiques comme ils aimeraient. Puis, certaines familles quand même qui étaient réticentes à recevoir du palier 3, il y avait un gros travail qui était fait justement avec l'organisation dans laquelle on passait, donc soit le CPA ou l'organisme communautaire, mais il y avait tout de même des familles que ça a été plus long là, pour accepter, soit qui n'étaient pas rendus là, ils ne voyaient pas nécessairement les difficultés de leur enfant ou ils étaient méfiants. Donc, je vais passer la parole pour conclure. Julie. Merci beaucoup, Audrey-Jeanne. Donc, je dirais, là, nous, on a eu le soutien là, tout le long du CIUS de l'Estrichus par rapport à ce projet-là qui a commencé à se déployer sur l'ensemble du territoire en 2020. Donc, 2020, pandémie. Donc, c'est sûr que là, on a des défis là, en lien avec développer des nouveaux partenariats, travailler tous ensemble dans la même direction. C'est sûr que c'est un défi, mais je suis très positive là-dedans avec Agirto qui arrive. On parle, ce matin, je le vois, on parle pas mal le même langage. Fait que je suis assez positive. Le défi, c'est vraiment de garder pour moi les cercles autour de la pyramide. Je peux offrir des ateliers parents dans le local au CLSC, mais si je me joins à un atelier qui existe déjà dans une maison de la famille ou bien si dans tel village, c'est telle activité le samedi matin que les gens se rassemblent, bien moi, je me joins où est-ce que les gens sont. Puis
on s'assure des branchés sur le réseau. C'est beaucoup plus qu'un service d'ergothérapie pour moi. Puis l'effet est multiplicateur dans ce temps-là. Donc, c'est ça mon souci pour la suite des choses. Merci beaucoup de votre attention.